Si les choses ne marchent pas avec lui, tu me reprendras, n'est-ce pas, demanda-t-elle. J'ai ri, j'ai raccroché le téléphone et j'ai réservé un voyage pour Bali. Elle venait tout juste d'être larguée, et mon vol est demain. Le bruit de ma fourchette contre l'assiette résonnait comme un coup de feu au milieu du silence tendu de notre table. J'observais Maya, ma petite amie depuis 3 ans. Elle faisait glisser son doigt sur l'écran de son téléphone, sous la nappe blanche en lin, son pouce bougeant avec une énergie frénétique qu'elle ne réservait plus à nos conversations. « Une grande nouvelle au travail ?» demandai-je, tentant de garder une voix légère, neutre. J'étais devenu un expert en neutralité. Elle ne leva pas les yeux. Ah, oui, quelque chose comme ça. C'était devenu le rythme de nos vies depuis 2 mois. Une distance lente, insidieuse, qui avait commencé par des réponses tardives à mes messages et avait évolué en soirées entières passées dans la même pièce, mais dans des univers différents. Ce soir-là, elle était habillée pour une séance photo, pas pour un dîner décontracté dans notre restaurant habituel. Une petite robe noire toute neuve, des talons qui n'étaient clairement pas faits pour marcher. Je l'avais complimentée quand j'étais allé la chercher, et elle avait simplement répondu. « Une fille doit faire un effort de temps en temps, Alex. » Avec un ton qui insinuait que moi, je ne faisais jamais assez d'efforts. « Le saumon est bon, suggérai-je. Encore un traité de paix lancé dans le vide. « Il est correct, répondit-elle enfin, posant son téléphone face contre table. Un sacrifice délibéré. Ses yeux, d'un vert éclatant dans lequel je croyais autrefois pouvoir me noyer, balayèrent la salle à la recherche de tout, sauf moi. Un peu exagéré, pour être honnête. Pas aussi bon que la dernière fois. Il n'y avait pas de « dernière fois ». Nous n'avions jamais mangé de saumon ici. J'ai laissé passer. Laisser passer était devenu ma fonction principale. Tout va bien, Maya? Vraiment? Demandai-je, abandonnant la façade. Tu sembles distante. Elle soupira. Un long soupir de lassitude que je connaissais trop bien. Celui qui précédait toujours un sermon sur ma sensibilité ou ma dépendance. Tout va bien, Alex. C'est juste, des trucs d'adulte. Le travail est intense. Tu ne comprendrais pas la pression. Et voilà. La caresse condescendante sur la tête. Toi, mon petit ami simple et sans ambition, tu ne pourrais jamais comprendre ce monde de haute intensité dans lequel j'évolue. Pourtant, j'étais graphiste, je dirigeais ma propre petite agence, prospère et reconnue. Je comprenais parfaitement les délais et les clients. Mais j'avais appris qu'en parler ne faisait qu'allonger ses soupirs condescendants. D'accord, répondis-je, avalant une bouchée de ce saumon trop assaisonné. Il avait le goût de cendre. Je vérifiais juste, dit-elle en esquissant un sourire mince, protocolaire. C'est gentil, mais je gère. Le reste du repas se dissipa dans un brouillard de conversations triviales, si fragiles qu'elles auraient pu se briser d'un souffle. J'ai payé l'addition, un autre rituel silencieux. En marchant vers la voiture, elle me précédait d'un demi-pas, la posture raide. La connexion était perdue. J'avais l'impression d'escorter une inconnue élégante jusqu'à son hôtel. Une semaine plus tard, le silence de mon appartement était devenu une présence physique. Un mardi soir. J'étais affalé sur le canapé, gribouillant distraitement, lorsque j'ai entendu sa clé dans la serrure. Mon cœur fit un petit bond idiot et plein d'espoir. Elle n'utilisait plus sa clé depuis des semaines, me demandant toujours par message d'ouvrir. Elle entra précipitamment, les joues rosées, les yeux illuminés par une excitation qui contrastait brutalement avec son abattement du restaurant. Elle paraissait triomphante. « Salut », dis-je en laissant tomber mon carnet de croquis. « Alex », dit-elle, la voix haletante. Elle ne retira même pas son manteau, se plantant au milieu du salon comme une agente immobilière prête à faire visiter l'endroit. « Il faut qu'on parle. » Ces 4 mots m'ont frappé en plein torse, comme un coup physique. Je savais. Au fond de moi, depuis la soirée du saumon, je savais que cela allait arriver. « D'accord, » répondis-je, ma voix étonnamment ferme. Elle inspira profondément, mais ce n'était pas un soupir nerveux. C'était le souffle de quelqu'un sur le point de réciter un discours soigneusement répété. J'ai rencontré quelqu'un. Les mots flottèrent dans l'air, simples et dévastateurs. Il s'appelle David, ajouta-t-elle, comme si ce prénom était une relique précieuse. C'est associé dans une société de capital risque. Il est incroyable, Alex. Tout ce qu'il a accompli, la vie qu'il mène.
Il a un avion. Un vrai jet privé. Je la fixais. J'essayais de traiter ces mots, mais ils étaient tellement absurdes, tellement clichés, qu'ils ricochaient contre mon esprit engourdi. Un avion? Elle me quittait pour un homme qui avait un avion. Alors c'est ça, réussis-je à dire, les mots lourds dans ma bouche. 3 ans. Et tu me quittes parce qu'il a un avion? Une lueur d'agacement passa sur son visage. Ne sois pas simpliste, Alex. Ce n'est pas l'avion, c'est ce qu'il représente, l'ambition, la détermination, une vie sans limite. Ses yeux parcoururent mon appartement chaleureux, mon carnet de croquis sur le canapé. Toi, tu es confortable. Tu es ma zone de confort. Tu es satisfait ici, dans cette petite bulle. David, lui, c'est l'aventure. C'est la mise à niveau. La mise à niveau? Le mot fut comme un coup de poing dans l'estomac. J'étais la version 1.0 et elle était prête à installer le nouveau modèle, amélioré. Je vois, répondis-je, parce que je ne savais plus quoi dire. Que peut-on dire quand la personne qu'on aime déclare qu'on est obsolète? Elle interpréta mal mon silence comme une acceptation. Sa posture se détendit et un sourire condescendant effleura ses lèvres. Ce sourire me brisa plus que tout le reste. C'était le sourire qu'on adresse à un enfant qui a enfin compris une leçon difficile. Écoute, dit-elle en s'avançant, la voix baissant dans un ton complice. Ne le prends pas mal. Tu es un type bien. Tu es gentil. Tu es stable. Tu es mon filet de sécurité. Elle fit une pause, laissant l'expression filet de sécurité flotter entre nous. Ce n'était pas un terme affectueux, c'était une étiquette. Si les choses ne marchent pas avec lui, continua-t-elle en penchant la tête, comme si elle m'offrait le plus généreux des prix de consolation, tu me reprendras, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est nous. Ce que nous avons est réel. C'est juste en pause. Je la regardais. Je la regardais vraiment. La femme avec qui j'avais planifié un avenir. Celle que j'avais aimée. Et à cet instant, je ne vis pas la personne que je croyais connaître. Je vis une étrangère qui venait de m'annoncer, calmement et avec assurance, que mon rôle dans sa vie était d'attendre indéfiniment en coulisses, un remplaçant fiable pour la star qui pourrait oublier son texte. La colère, la douleur, la trahison. Une tempête hurlait en moi. Mais à la surface, une froideur glaciale et profonde s'installa. La froideur de ce qui est définitif. D'une porte non seulement fermée, mais verrouillée et scellée à jamais. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Je fixais simplement la femme qui me voyait comme un plan de secours et dit, d'une voix étrangement calme. Je pense que tu ferais mieux de partir maintenant. Un instant, elle sembla surprise, comme si elle s'attendait à une dispute, ou pire, à une acquiescence reconnaissante. Puis son sourire revint, plus mesuré cette fois. D'accord. Si c'est comme ça que tu veux réagir. Tu as besoin de temps pour digérer. Je comprends. Elle se retourna et quitta mon appartement. Quitta ma vie sans un regard en arrière. La porte se referma avec un déclic, et dans le silence résonnant, je m'assis sur le canapé, face à l'esquisse d'une vie dont nous avions parlé. Une maison, un chien, des enfants qui me regardaient depuis le sol. La tempête en moi s'éteignit, remplacée par une pensée unique, cristalline, j'étais le plan B. La constatation ne s'accompagna pas de larmes, mais d'une étrange clarté libératrice. Le jeu était terminé et on venait de m'annoncer, sans équivoque, que j'avais perdu. Mais en restant assis dans ce silence, je compris autre chose, la seule façon de perdre un jeu auquel on n'a jamais accepté de jouer, c'est d'en sortir calmement. Le clic de la porte fut le point final d'une phrase de 3 ans. Je ne bougeais pas. J'étais assis sur le canapé, le bourdonnement du réfrigérateur comme unique son dans l'immensité soudaine de l'appartement. L'air portait encore un léger parfum d'elle, une senteur que j'associais autrefois au retour à la maison, désormais simple fantôme d'un mensonge. La tempête d'émotions que j'attendais, la rage, le chagrin déchirant, ne vint jamais. À la place, une étrange et profonde sérénité m'envahit, comme une neige fraîche recouvrant un paysage. La sérénité de la certitude absolue. Il n'y avait rien à sauver, rien à défendre. Elle ne m'avait pas seulement quitté, elle m'avait rabaissé. La clarté était brutale, mais nette. Pas de questions sans réponse. Je savais exactement où j'en étais, sur le banc de touche. Je me levai. Des gestes mécaniques.
Mon regard tomba sur le carnet de croquis au sol. Il était ouvert sur une page où j'avais griffonné un concept de logo, un nœud abstrait et tordu qui se résolvait en un oiseau en vol. L'ironie était si vive qu'elle en devenait presque drôle. Je pris le carnet et le refermai. Cette vie, celle que je dessinais avec Maya dans les marges, était finie. Mon regard parcourut la pièce et, pour la première fois, je la vis non comme notre espace, mais comme le musée de ma propre naïveté. La photo encadrée de notre voyage au Colorado, elle qui riait, moi qui la regardais comme si elle avait accroché la lune. Le vilain vase en céramique qu'elle avait façonné dans un atelier et que j'avais fait semblant d'aimer. Le plaid duveteux qu'elle adorait, jeté sur le fauteuil. Une énergie étrange vibrait dans mes veines. Ce n'était pas de la colère, mais du but. J'allai jusqu'au placard du couloir et en sortis un unique carton de déménagement, de taille moyenne. Je n'avais pas besoin de plus. Je commençai un inventaire méthodique de l'appartement, mon esprit réduit à une liste froide et impersonnelle. Ce n'était pas une purge de cœur brisé. C'était une extraction. Je commençai par la salle de bain, ses crèmes hydratantes hors de prix, le flacon à moitié vide de parfum, un sèche-cheveux, une trousse de maquillage. Tout finit dans le carton. Ce n'était ni violent ni précipité, c'était clinique. Chaque objet était la preuve d'une présence qui n'était plus la bienvenue. Dans la chambre, je pris quelques romans sur sa table de chevet, un élastique oublié, un sweat qu'elle avait laissé derrière elle. Je ne m'attardai pas sur les souvenirs liés à ces choses. J'étais un archiviste, emballant une exposition définitivement close. Le dernier objet fut la photo du Colorado. Je la sortis du cadre. Pendant un long moment, je contemplais nos visages jeunes et souriants. L'homme sur cette photo avait disparu. Il venait d'être poliment informé de sa propre insignifiance. Je ne déchirai pas la photo, je la posai simplement, face contre le carton, sur les autres objets. Puis je scellai la boîte avec du ruban adhésif. Le bruit fut définitif. Je descendis la boîte dans la salle du courrier de l'immeuble et la laissai parmi les colis à expédier. Je lui envoyai une seule phrase, nue et directe, « Tes affaires restantes sont dans une boîte à la salle du courrier. » Je n'attendis pas de réponse. Je remontai, pris mon téléphone et bloquai son numéro. Puis j'ouvris mes applications de réseaux sociaux et la bloquai là aussi. Cela prit moins de 60 secondes. Je ressentis un déclic, non sur l'écran, mais dans l'âme. Un circuit venait d'être coupé. Le silence de l'appartement n'était plus le même. Il n'était pas vide, il était paisible. Je marchai jusqu'à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. L'écran illumina la pièce sombre. Pendant des années, Maya et moi avions parlé de faire un grand voyage. Bali avait toujours été le rêve. Nous avions économisé une belle somme sur un compte commun nommé Fonds Futur. C'était censé être l'apport pour une maison, un avenir partagé. Une pensée froide et claire se forma. Cet avenir était mort. Ce fonds n'était plus que de l'argent. Mon argent. J'ouvris un site de voyage. Mes doigts volaient sur le clavier, sans hésitation. Bali, départ simple, les dates apparurent. Je choisis un vol partant exactement un mois plus tard. Cela semblait juste, un cycle lunaire complet pour changer de peau. Je cliquai jusqu'à la page de paiement. Le montant représentait un impact significatif sur le fonds futur. Un frisson me traversa, non de culpabilité, mais de libération. Ce n'était pas une fuite, c'était un réinvestissement. Je prenais le capital destiné à une vie avec elle, et je l'investissais dans une vie pour moi-même. L'email de confirmation arriva dans ma boîte de réception avec un doping. Réservation confirmée. San Francisco Bali. Je m'appuyai contre le dossier de la chaise. C'était fait. En l'espace de 2 heures, je l'avais effacé de chez moi et réservé un billet pour l'autre bout du monde. Pas de sensation triomphante, pas de geste de victoire, juste un bourdonnement calme et constant de mouvement vers l'avant. Je regardais à nouveau l'appartement. C'était encore le mien, mais il paraissait plus léger, l'air plus respirable. Le fantôme de son parfum disparaissait, remplacé par la simple odeur du bois et de la poussière. Je n'attendais pas de message, je n'analysais pas son ton. Je n'étais plus le plan B. J'étais simplement Alex. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait suffire largement. Le jeu qu'elle croyait jouer était terminé. Le mien, à vrai dire, ne faisait que commencer. Et le premier mouvement était un billet aller simple hors de son orbite. Le premier mois passa dans un espace étrange, liminal.
Le silence initial fut une bombe. Je travaillais, j'allais à la salle de sport. Je voyais des amis qui ne connaissaient pas les détails, seulement que Maya et moi avions rompu. Je disais que c'était mutuel, que nous nous étions éloignés. C'était plus simple que d'expliquer que j'avais été désigné comme un filet de sécurité humain. La colère ne vint jamais en un tourbillon brûlant. Elle s'était cristallisée en un diamant froid et dur de détermination dans ma poitrine. Chaque fois que je regardais mon billet pour Bali, le diamant scintillait. C'était mon étoile du Nord. La boîte que j'avais laissée dans la salle du courrier disparut au bout de quelques jours. Pas de remerciements, pas d'accusé de réception, silence total. J'en étais reconnaissant. Puis, 3 semaines exactement après son départ, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Numéro inconnu. Alex? C'est Maya. Je sais que tu es probablement encore fâché, mais me bloquer est puéril. Je voulais juste savoir comment tu vas. David est incroyable, au fait, nous sommes à Monaco. J'espère que tu vas bien. Je lus cela en faisant la queue au café. Une sensation étrange, comme de l'eau glacée coulant le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la jalousie, c'était de l'amusement. La pure et absolue audace de ce message. C'était un mouvement classique, l'ostentation décontractée d'après rupture, conçue pour provoquer une réaction, pour me faire sentir petit. Elle testait le terrain, vérifiait si le filet était toujours en place. Elle lançait un caillou dans un puits qu'elle supposait encore sans fond, rempli de ma dévotion. Je fis une capture d'écran, enregistrai le numéro soit ne pas répondre, puis je bloquai. Je ne ressentis absolument rien. Le caillou était tombé sur un sol sec. Monologue intérieur. Monaco. Tant mieux pour elle. Ça ne me concernait plus. Je pris mon café et poursuivis ma journée. Le silence dura encore 3 semaines. La date de mon vol devenait désormais tangible. À quelques jours à peine, je faisais ma valise, ouverte sur le lit, lorsque mon téléphone vibra. Un message vocal d'un nouveau numéro. J'allais presque l'effacer, mais une curiosité morbide prit le dessus. Je mis le haut-parleur et continuai à plier un t-shirt. Sa voix était tremblante, chargée de larmes. Ce n'était pas du faux, c'était le son de quelqu'un qui venait de se briser. Maya, message vocal. Alex, mon Dieu, décroche, s'il te plaît. C'est moi. David. Il n'était pas celui que je croyais. Il ne faisait que m'utiliser quelques semaines jusqu'à ce que quelqu'un de plus brillant apparaisse. Il m'a quitté à Monaco. J'ai dû payer mon propre billet de retour. C'était tellement humiliant. Je crois que j'ai commis une terrible erreur. On peut parler, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Je n'ai plus personne à qui parler. Je cessais de plier. J'écoutais ce désespoir brut dans sa voix. Une version plus jeune de moi aurait ressenti une vague de pitié, l'instinct du chevalier en armure brillante accourant pour la sauver. Cet homme n'existait plus. Le diamant froid dans ma poitrine ne fondit pas, il devint seulement plus lourd. Ces mots n'étaient pas un appel à moi, mais un appel au confort du plan B. Le backup était en train d'être activé. Je supprimais le message vocal. Je bloquais le nouveau numéro. Monologue intérieur. Son erreur. Ses conséquences. Pas mon urgence. Je terminais de faire ma valise. Cette valise était une promesse que j'avais l'intention de tenir. La tentative finale vint la veille de mon vol. Je faisais le dernier ménage de l'appartement. Mon passeport et ma carte d'embarquement étaient disposés soigneusement sur le plan de travail de la cuisine, comme des objets sacrés. Mon téléphone sonna. C'était Sarah, une amie commune qui avait toujours été plus son amie que la mienne, celle qui adorait le drame. J'allais presque ne pas répondre, mais une part de moi voulait voir jusqu'au bout. « Alex, c'est Sarah », dit-elle d'une voix tranchante, accusatrice. « Écoute, tu dois appeler Maya. Elle est en miettes, complètement détruite. Ce que tu lui fais est cruel. » J'eus presque envie de rire. « Ce que je lui fais ? Oui, elle a fait une erreur, Alex. Une énorme erreur, stupide. Mais tu l'abandonnes simplement quand elle a le plus besoin de toi. Elle est dévastée. L'homme que j'ai connu n'aurait pas été aussi sans cœur. Il aurait eu un peu de compassion. Je sentis un éclat de colère. Pas pour moi, mais pour la simple toxicité de cette attente,
que je devais être le dépôt émotionnel de celle qui m'avait jeté. Sarah, dis-je, ma voix calme et plate. L'homme que tu as connu était le plan B. Je ne suis plus disponible pour ce rôle. J'ai un autre engagement. S'il te plaît, ne m'appelle plus au sujet de Maya. Je raccrochai avant qu'elle puisse répondre. Le message serait transmis. Le filet était officiellement rompu. Le désespoir qui suivit était inévitable. Il se manifesta ce soir-là, par des coups frénétiques à ma porte. Je savais qui c'était avant même de regarder par le Judas. Maya était là, le visage gonflé et marqué, les cheveux en désordre. Elle ne ressemblait en rien à la femme lisse et polie qui m'avait quitté. Elle paraissait petite, brisée et réelle d'une façon qu'elle n'avait jamais été auparavant. J'ouvris la porte, mais je ne bougeais pas. Je restais simplement là, barrière silencieuse vers ma nouvelle vie. Elle éclata en sanglots immédiatement. « Alex, tu ne réponds pas à mes appels. Comment peux-tu être si froid? Je t'ai dit que j'étais désolé. Qu'est-ce que tu veux, Maya? » Ma voix était ferme. Je me sentais comme un scientifique observant une espèce fascinante et volatile. « Je veux qu'on se retrouve. » Elle sanglotait, serrant ses bras contre elle. J'ai été stupide, aveugle. Je le vois maintenant. Tu es mon roc. Tu es la seule chose bonne et réelle qui me soit arrivée. David était un mensonge, un profiteur. S'il te plaît, on peut faire comme si rien ne s'était passé? S'il te plaît. Elle me regarda, les yeux suppliants, attendant le réconfort, le pardon, le port sur qu'elle avait toujours tenu pour acquis. Je ne me mis pas en colère. Je souris. Un petit sourire, sincère, d'une clarté absolue et libératrice. Oublié? Dis-je en secouant lentement la tête. Non, Maya, je ne peux pas oublier. Cette conversation que tu as eue avec moi dans cet appartement a été la plus importante que nous ayons jamais eue. Tu as enfin été parfaitement honnête. Tu m'as dit que j'étais le plan de secours. Et tu sais quoi? Je t'en suis reconnaissant. Elle me fixa, confuse. Reconnaissant? Oui. Ça m'a libéré. Je désignais l'appartement vide et propre autour de nous. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Je ne suis pas ta zone de confort et je n'attends certainement pas de voir si ta vie avec quelqu'un d'autre marche. Son visage commença à se décomposer, l'espoir se changeant en panique. Elle vit mes valises rangées près de la porte. Où vas-tu? Je me tournai et fis quelques pas jusqu'au plan de travail de la cuisine. Je pris mon passeport et la carte d'embarquement imprimée. Je les levai pour qu'elle puisse voir la destination, la date, l'heure. Le vol était dans 10 heures. Tu m'as demandé il y a 3 mois, dis-je, ma voix basse mais parfaitement claire dans l'air immobile, si je te reprendrais si les choses ne marchaient pas avec David. Une lueur de cette vieille et euphorique espérance revint dans ses yeux. Oui. Je regardai de la carte d'embarquement à elle. Ça n'a pas marché? Alors ma réponse est non. L'espérance se brisa. Son visage se tordit, non de tristesse, mais d'une rage pure, crue et incontrôlable. Le masque était tombé pour de bon. C'était son vrai visage, celui qu'elle cachait sous les larmes et les excuses. Espèce d'enfoiré, cracha-t-elle d'une voix venimeuse. Un salaud froid, sans cœur. Tu n'as jamais été l'homme que je croyais. Tu es tout simplement pathétique. Je ne bronchais pas. Je la regardais simplement, cette étrangère furieuse et humiliée sur mon seuil. Non, Maya, dis-je, ma voix tombant presque dans un murmure, chargé d'une dernière vérité absolue. Je suis exactement l'homme que tu m'as dit que j'étais. Celui qui joue la sécurité. Je jetai un regard à mon billet dans la main, puis de nouveau vers elle. Et maintenant, la chose la plus sûre pour moi est de rester le plus loin possible de toi. Adieu. Je n'attendis pas de réponse. Je refermai la porte. Ce ne fut pas un claquement, mais un clic ferme, définitif. Le son d'un coffre qui se scelle. Le lendemain matin, je pris un taxi pour l'aéroport. Lorsque l'avion décolla, traversant les nuages, je regardai la ville rapetissée en dessous. La tempête de son arrivée, le silence de mon départ, l'effondrement désespéré de ses tentatives, tout cela semblait une histoire arrivée à quelqu'un d'autre. Je m'adossai à mon siège. Elle avait raison sur un point. David était une aventure. Il a été l'aventure qui m'a montré que je valais plus que d'être le lot de consolation de quelqu'un.
Et pour cela, je suppose que je devrais les remercier tous les deux. L'avion vira, filant vers l'ouest en direction du soleil. Je fermai les yeux, non pour dormir, mais pour me reposer dans le calme, dans la paix profonde de ma propre et irremplaçable compagnie. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, Maya pensait vraiment que notre héros allait rester éternellement sur le banc de touche, prêt à courir dès qu'elle sifflait? Eh bien, mauvaise nouvelle, ma belle, quand on traite quelqu'un comme un plan B, il finit par prendre un vol en première classe, loin, très loin de toi.